marche beaucoup. Quand je parle, Mais donc, ça marche, je ça marche. Eh bien, voilà, nous avons commencé. OK, chers auditeurs et auditrices de Radio Francophonie Connexion, nous avons avec nous sur le plateau du Zoom de Radio Francophonie Connexion 4 écrivains qui ont produit des livres, je dirais, de renommée remarquable. Eh bien, ces membres du panel sont Eddie Cavé, Max Dorismont, Jean-Robert Léonidas et Hervé Gilbert, notre producteur principal de Radio Francophonie Connexion et responsable de Haïti Connexion Culture, et moi, votre serviteur, Carl Gilbert. Eh bien, ces messieurs-là sont venus nous parler de leurs livres qu'ils ont produits, des livres qui ont eu une influence, je dirais, significative de la société des écrivains. Alors, je vais leur passer la parole pour qu'ils disent 2 ou 3 mots d'introduction. Eddie, tu as la parole. Merci, Carl. Merci de m'écouter, chers auditeurs. Bon, voilà, mon livre principal, le plus récent dont je vais parler aujourd'hui, a pour titre Haïti, extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion. Bon, c'est un livre qui traite, bon, comme l'indique le titre, de la manière dont les concurrents, les aspirants au pouvoir, les ennemis du pouvoir en place se sont débarrassés en quelque sorte de concurrents de concurrents gênants, on va dire. Et donc, ça a commencé avec tout de suite après la guerre de l'indépendance et ça s'est poursuivi jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse il y a 2 ans environ. OK. Merci pour l'introduction. OK. Jean-Robert, est-ce que tu peux... je sais que tu as écrit de nombreux livres, mais j'ai 3 en tête. Est-ce que tu peux rappeler les auditeurs les titres de ces ouvrages? Écoutez, ça fait longtemps depuis que je m'essaie à l'écriture. Je crois que j'ai produit une douzaine de livres et peut-être que mes lecteurs se rappellent davantage de mes titres que moi-même parce que et nous autres, quand nous écrivons des livres, nous les donnons aux lecteurs et les livres ne nous appartiennent plus. Mon dernier, c'est comme un arbre planté dans le jardin du bon Dieu. Le jardin du bon Dieu. C'est ça, c'est mon dernier livre. Et c'est un roman et qui a pour sujet une affaire d'adoption et malheureusement qui a mal fini avec l'arrivée d'une personne adoptée en France qui est arrivée en Haïti et qui a été l'objet d'un kidnapping. Je vois. C'est un peu ça mon dernier titre. Le reste, Carl, tu connais mieux que moi. Je vais dire à me rappeler de cette histoire. OK. J'essaierai. Bon, Max, j'ai en tête le titre de ton dernier ouvrage. Les mots pour conjurer nos mots. Est-ce que tu veux en parler? Bon, en principe, je peux dire que ce livre fut un accident de l'histoire parce que je n'avais pas vraiment l'intention de publier. C'est les amis, les lecteurs qui m'ont incité à faire le saut. Et je dois surtout remercier aussi mon grand ami Samuel Pierre qui m'a poussé dans le dos à faire le livre. Et puis ça a été fait. En principe, c'est un ouvrage qui traite beaucoup de sujets qui sont déjà loin de l'actualité, qui étaient déjà loin de l'actualité, mais qui n'ont pas perdu pour autant de leur acuité. Mais vu leur récurrence, nous pouvons sans sourciller préjuger de leur utilité.
OK. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont intemporels. Certaines notes sont liées à l'histoire de l'humanité et demeurent des indices, des clés pouvant nous permettre de comprendre la société contemporaine et les civilisations intérieures sans faire appel à des historiens, à des archéologues ou à des anthropologues. OK, je Le vois. livre a été édité 2 fois. Ça a été un succès vraiment sur toute la ligne. Mais je continue toujours à écrire des articles, des textes. Jusqu'à présent, d'autres personnes me demandent quand va être apparu le nouveau recueil. Là, OK. vraiment, je suis très mal à l'aise pour faire éditer un nouveau recueil. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire ça à compte d'auteur. Ce n'est pas un problème pour moi. Il n'y a rien là. Mais justement, c'est la distribution que je ne peux pas faire. C'est fatigant. Si Oui. je trouve un éditeur qui veut faire ça à son compte, moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je lui donnerai ça, je lui ferai don de ça à 100%. Je n'aurai même pas besoin de bénéfices. OK. OK, merci Max. Eh bien, Hervé et moi, nous n'avons pas jusqu'à présent produit des livres, mais cependant, nous avons été responsables depuis 2006 je dirais, de la production de Radio Francophonie Connexion. Nous avons publié des tas d'articles je dirais, analysent le contexte haïtien et le contexte étranger. Hervé est responsable de la plateforme Haïti Connexion Culture. Et c'est je dirais, un puits de richesse culturelle grâce à des collaborateurs dont Max Dorismont, Eddie Cavé et même Jean-Robert Leonidas. Donc, je produis aussi des articles scientifiques, médicaux sur le plateau, sur la plateforme de radio Francophonie Connexion. Je ne suis pas encore à un ouvrage. Peut-être que je vais travailler là-dessus, mais on verra. Hervé, est-ce que tu as un mot à dire de toi? On a déjà fait le résumé en quelque sorte. En fait, on est là. En fait, on a commencé avec peut-être la IT Connection depuis 2006. Et bien, jusqu'à présent, nous continuons, comment dirais-je, à servir, comment dire, notre communauté, plus précisément la communauté haïtienne. Et ensuite, il y a peut-être fait lieu de remercier nos grands écrivains là, comme Max, enfin, Eddie et Jean-Robert. En fait, disons, c'est grâce à eux que nous avons peut-être pu tenir et ensuite nous continuons d'exister parce qu'il y a Max peut-être qui nous donne, qui nous apporte peut-être des articles peut-être presque régulièrement. Donc, je peux dire que quand même, nous sommes très fiers d'eux. Et alors, messieurs, je suis là, comme je vous dis, bon, je vous suis alors. OK, OK. Merci. Je pense que tu l'as dit. Bon, vraiment, nous devons beaucoup à ces messieurs-là. Bon, pour commencer, je vais demander à Jean-Robert, en feuilletant un de ses bouquins, et il a dit, je crois qu'il a dit à un type qui s'entretenait avec lui, que chaque vie est un univers, est un univers. Pourquoi? Parce que cette vie-là euh, il y a des pages, alors, a des pages qui, qui se tournent selon l'infortune ou bien l'infortune de l'heure. Je suis en train de paraphraser Jean-Robert. Je ne sais pas si tu te rappelles cette citation de toi. Est-ce que tu veux élaborer sur cette citation pour nous? Non, plus ou moins, oui. Selon la fortune ou les fortunes des jours, j'ai dit. Et écoutez, en fait, une vie humaine, c'est une affaire extraordinaire. C'est tout un programme. Et on est né un beau jour comme ça, et un beau jour, on va s'en aller. Mais entre l'arrivée et le départ, il y a tout un univers. On peut même dire, je me répète, un multivers. Pourquoi? Parce que nous parcourons le monde
il y a la vie, c'est toute une affaire, c'est l'histoire, c'est la pédagogie, c'est l'apprentissage, c'est le métier, c'est le rapport avec les autres, c'est le rapport avec la famille, les jeux psychologiques entre soi et les parents et les gens avec lesquels on vit, les amis et ceux-là qui ne sont pas des amis, etc. Donc il y a matière, une matière extrêmement riche où tout le monde peut puiser. Les écrivains comme les médecins, comme les psychologues, j'en passe, c'est des meilleurs, comme les journalistes, comme vous autres. Donc, c'est ce à quoi je voulais faire allusion. Une vie, c'est extraordinaire, c'est plus qu'une encyclopédie, c'est un multivers. Ok. Je crois que j'ai tenté de répondre à la question. Mais je crois que tu as bien dit, tu as bien fait. Et tu as entendu les néologismes? Le multivers. Multivers. Le multivers. C'est bien ça, hein? Eh bien, est-ce que vous, messieurs les panélistes, est-ce que vous avez des questions pour Jean-Robert? Non, pas pour l'instant. Ah? Parce que moi, chaque année, je dirais que presque chaque 2 ou 3 ans, Jean-Robert et moi, nous nous entretenons sur Radio Francophonie Collection. À ce moment-là, je lui demande ce qui se passe dans sa vie. Donc, Jean-Robert, est-ce que tu peux nous dire ce que dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années, ce que tu comptes faire avec ton écriture? Est-ce qu'il y a un livre, je dirais, en couture, hein? C'est une bonne question. Écoutez, je suis en période de jachère. Cela veut dire je suis en mode repos ces jours-ci. Pourquoi? Il y a des événements qui se passent en Haïti et qui me mettent en prison psychologiquement. Je vivais chez moi à Jérémie où je plantais, je m'exerçais à la musique, je continuais d'écrire. Maintenant, avec des événements qui se sont passés à Jérémie, je fais allusion aux événements naturels, les tremblements de terre et les cyclones et tout ça. Donc, nous sommes en face de problèmes. Ensuite, il y a plus que tout ça, les tremblements d'hommes. Je l'appelle tremblement d'hommes, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en Haïti. Des bandits qui font trembler les gens. Oui, oui. Vous savez plus que moi. Donc, mon attention... On voit bien que c'est un écrivain qui parle. Des bandits qui font trembler, des tremblements de terre. Hein? Tremblement d'hommes. Des tremblements d'hommes. On s'enrichit, à l'écouter, on s'enrichit. Mais oui. Parce que tout ça, ce sont des expressions à employer dans le futur. Bon, ne me tiens pas grief quand tu les vois dans mes textes. Est-ce que qui est-ce qui parle? C'est Max. C'est Max qui parle. Ah bon, c'est Max. D'accord. Donc, il faut bien que vous identifiez parce que à travers les ondes, la voix n'est pas exactement ce que j'ai su entendre dans le passé. Bon, non, je comprends. Voilà. Et oui. Non, ce que je te dis, c'est Max. Avec tout ça, mon attention est attirée ailleurs, à observer ce qui se passe dans mon pays parce que maintenant, je suis à l'extérieur. À l'extérieur, j'attends le moment X pour retourner chez moi. Entre-temps, pour répondre à la question de Carl, oui, je suis en train de réécrire un ancien texte. La réécriture, ça fait partie du métier de l'écrivain aussi. Des fois, je crois, je ne me rappelle pas exactement qui, mais dans le passé, il y a quelqu'un qui a réécrit son livre près de 77 fois. Le même thème, mais réalisé autrement avec d'autres mots. Oui. Je vais essayer de réécrire mon premier texte
les campagnes de Versailles, je vais essayer d'en faire un autre livre. Mais je suis en période de jachère. J'écoute, entre-temps, je joue un peu de musique parce que ça aide. Je fais un peu de piano, un peu de guitare pour essayer de me stimuler les cellules cérébrales parce que ça augmente un peu les cellules cognitives et ça me permettra à l'avenir de faire du bon travail, j'espère, à travers l'écriture. OK, c'est bien dit. Ben, parlons du passé. Ben, et des tremblements d'hommes. Euh, Nous tous, nous venons de perdre un ami très cher. C'est Michel Roumer. Est-ce que l'un de vous peut dire quelques mots à propos de lui, parce qu'en hommage à sa mémoire, à sa présence, alors son absence maintenant parmi nous. Jean-Robert, tu as été le pote de Michel Roumer. Est-ce que tu veux lui rendre un petit hommage ici sur Radio Francophonie Connexion? Oui, et tout comme Eddie Cavé, qui a écrit avec un beau texte chez toi, c'est sur votre site, c'est ça, votre blog Oui, Gilbert, le blog de Gilbert, rappelle-moi le nom du blog. Oui, Haïti Connexion Culture. Sur Haïti Connexion Culture, j'ai vu le texte d'Eddie et Cavé. Tu vois, bon, tu connais mon texte aussi. Ce qui a été très court, c'est que j'ai eu une réaction de journaliste. Dans les premiers moments, j'ai écrit quelques mots pour rendre hommage à ce frère avec qui j'ai vécu depuis 20 ans. Pas depuis 20 ans, pendant 20 ans à l'école. On était pendant 20 ans à l'école ensemble, je l'ai dit. On est parti de la maternelle. On a terminé avec un diplôme de médecin ensemble, excepté notre année terminale, la philo, qu'il a passé à Saint-Louis-de-Gonzague et moi à Saint-Martial. Et Michel, c'est un frère, c'est un monsieur qui aime tout le monde, c'est un monsieur qui aime la vie, qui aime la culture, l'agriculture, et on a fait tout ça ensemble. C'est pour ça que son départ a été comme une déchirure pour moi. Donc, il me sera difficile de jeter un coup de terre sur cette plaie qui est en moi. Et on n'oubliera pas Michel. Personne n'oubliera Michel parce qu'il a été l'ami de tout le monde. Oui, tout à fait. Oui. Et toi, Eddie, est-ce que tu veux ajouter quelques mots? J'ai tellement de choses à dire au sujet de Michel que je n'aurai jamais le temps. En tout cas, c'est un bonhomme, Michel, extrêmement attachant et qui tient beaucoup de son père, Émile Roumer, qui lui-même se définissait comme un anarchiste chrétien. Et puis, Michel, c'est un peu la même chose. C'est un bonhomme qui, un peu comme Émile, était hors norme. J'ai raconté dans le texte que j'ai écrit pour marquer son départ, comme un soir, pendant que je travaillais à la Cour internationale de justice à La Haye, un vendredi soir, c'était en 95, je crois, et puis je reçois un appel téléphonique à 11 h du soir. Michel me dit, je vais avoir 50 ans demain, j'ai un gros party d'anniversaire, j'ai appris que tu es en Europe, il faut que tu sois là. Je dis, Michel, c'est vrai que je suis en Europe parce que les distances sont très courtes en Europe, mais je travaille dans une ville administrative, c'était à La Haye à l'époque, où tout ferme à partir de 5 h de l'après-midi. Donc, c'est le week-end que tu vas chez tu fais ton épicerie, tu vas à la banque, chez le nettoyeur, etc. Je dis non. Demain, c'est tout près. Il faut. Mais j'aime pas qu'on a fait. Demain, tu vas à 1 h de l'après-midi à un vol Amsterdam, Francfort, et puis tu vas là, tu as un billet d'avion aller-retour qui t'attend, donc on a fait mon temps. Oui. Et puis là, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bon,
est-ce qu'on peut dire non à Michel ou et puis à une autre pareille. Ça m'a dit, on fait une 50 ans de nouveau là. Et puis, on a rangé mes valises là. Bon, j'ai pensé, j'avais à l'époque, j'avais acheté un piano électronique que je transportais avec moi pour. Bon, mais tu es le temps, comme Jean-Robert dit, là, j'ai cherché l'inspiration, revigorer ces cellules cognitives, etc. Je dis, bon, je vais prendre ça avec moi et puis on va faire une surprise là, on va faire le Happy Birthday Michel, etc. Là, tantôt, de te parler d'amour, on pourra faire ça au son de la musique jouée par un ami commun. C'est ce que j'ai pris avec moi, mon petit appareil. C'est de rien du tout, assez léger. D'ailleurs, je me suis arrangé avec la personne qui venait me chercher à l'aéroport pour qu'il ne voit pas ça. Donc, quand est arrivé l'heure de faire venir le gâteau avec les 50 bougies, là, j'ai sorti l'or, j'ai commencé à dire Happy Birthday, Michel, et puis tout le monde s'est mis à chanter en même temps. C'était extraordinaire. Donc, j'ai rappelé ce moment de joie extrême qui marquait les 50 ans de Michel. Mais l'autre phénomène que j'ai raconté aussi, qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est une journée que j'ai passée avec Michel au marché de Marfranc. C'était un 23 ou un 22 ou un 23 août, la veille de la Saint-Louis. Michel était là avec son épouse et une Allemande qui s'était défrisé les cheveux, une sorte de cheveux pit. Ben, là, on arrive dans le marché. Tout le monde savait que Michel Roumer était là, que son parrain, qui était un grand don du côté de la Vinachal, l'avait fait chercher. Il avait envoyé 2 chevaux avec. Pas cheval avec Monsieur, non, 2 chevaux à pied par deux hommes de bonne volonté. Et puis tout le monde savait que Michel Roumer, petit Bétémile, était là, en route vers la Vinachal où l'attendait son parrain. Mais, et puis les gens ne pouvaient pas comprendre que, voilà, il y avait une blanche avec des cheveux presque crépus, couleur or, même pit. Tout le monde a dit, regarde, blanche avec pit. C'est pas de Michel, regarde, blanche avec pit. C'était une curiosité dans le marché, c'est incroyable. Et puis les gens l'ont touché à un moment donné. Cette femme se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai revu le film, alors chaque fois que je revois le film, les dieux sont tombés sur la tête. C'est dans cette scène que je pense, là, Michel. Et puis Michel complètement perdu de ses passés, il connaît tout le monde. Et ça faisait quand même au moins 15 ans qu'il était à l'étranger. Et puis, c'est un homme qui avait conservé le sens de l'appartenance à des racines. Et là, il avait chez son parrain, qui est un paysan de la Vinachal. Et puis là, c'était la fête. À son retour, il m'a raconté son séjour avec son parrain. Et là, Philippa, sa sœur, m'a dit par la suite que Michel avait son parrain en adoration. Oui. Alors là, j'ai une question pour Eddie. Alors, vous me permettez? Oui, alors, Hervé. Alors, il y a peut-être, Eddie a peut-être fait allusion à Michel étant peut-être, je dirais, une reproduction de son père. Mais est-ce qu'il était comme, pour moi-même, en fait, comme je suis en cadre de 3 grands écrivains ici, là, mais pour moi-même, je vois ça que son père était peut-être plutôt un misogyne, à savoir que dans ses poèmes, là, tout ça, en fait, il avait en quelque sorte une sorte d'hostilité manifeste, je dirais, en fait, ou une sorte de mépris pour les femmes. Alors, c'est comme ça que je voyais Émile Roumer. Est-ce que Michel était comme ça? Bon, je trouve le terme fort. Non, je ne le vois je vois ça ni dans Michel, ni dans Émile. Non, Émile, non, comme je te dis, Émile se définissait lui-même comme un anarchiste chrétien. Anarchiste, c'est-à-dire opposé à toutes les valeurs traditionnelles, opposé à tout ce qui est norme, opposé bon, à l'Église qu'il fréquentait quand même. Mais à l'Église, Émile Roumer était un trouble-fête. Hein, et il arrivait, il s'assoyait, et puis un banc qui était justement à droite, à l'entrée, à l'extrême droite, à l'entrée de l'église. Et puis, une fois la consécration terminée, il sortait, et puis il était à l'extérieur, et il entretenait les gens qui rentraient, il les empêchait d'aller à la maison. Donc, Michel, c'est un peu ça, Michel Roumer aussi. Donc, mais Michel n'était pas comme ça. Il n'est pas comme
comme son père, comme C'est un titre très calme. Je voudrais placer un tout petit mot. Selon moi, ni l'un ni l'autre n'était misogyne. Non, non, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Écoutez quelques vers d'Émile. Marabout de mon cœur. D'accord, mais j'allais dire quelque chose d'autre. Grave. Ferme tes yeux de rêve exquisement pour que de longs baisers, en glissant sur tes tresses, Oui. ta langue glisse dolente au frais chuchotement des vers tristes et doux, ainsi que des caresses. Il n'y a pas plus amant des femmes qu'Émile. Donc Michel, je connais très bien parce que c'est un ami proche. C'est un homme qui aimait les femmes. C'est évident. D'accord. Et Hervé, je regrette de prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, mais je sais que tu l'as dit avec sincèrement, mais peut-être que c'est pas ma vision à moi. Mais oui, il y a... Tu vois, ce que l'opinion d'Hervé, je ne dirais pas qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, mais elle repose aussi sur, disons, elle est en quelque sorte confirmée par une opinion qui circule beaucoup dans les milieux Oui, autres oui, c'est vrai ça, c'est vrai. les milieux jérémiens. Hein, que je jette de travers de main moi-même, personnellement. Oui. C'est vrai ça, c'est vrai. J'ai lu les propos de Hervé dans une ah oui, non, ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que Émile Omer était un misogyne, oui. Tu vois, c'est une acception très particulière de misogyne, mais c'était, bon, je dirais plutôt machiste. Oui. C'est plutôt du machisme que de la misogynie. C'est deux sentiments qui se côtoient, c'est très très près. Anyway, pour reprendre le focus sur Michel, je dirais moi-même aussi que bien que Michel ne fût pas de ma promotion, de ma classe, comme on dit, eh bien, il était quand même ami à tout le monde de ma classe. Pourquoi? Parce qu'il était un sympa qui souriait presque tout le temps, je dirais. Donc, je suis bien content que nous ayons parlé de lui en hommage à lui. Donc, pour maintenant continuer avec notre discussion, je vais passer maintenant à Eddie Cavé, à ton dernier ouvrage, comme tu l'as dit tantôt, Haïti, extermination des fondateurs. Tu n'as pas dit de la patrie, des fondateurs. Les pères fondateurs. Des fondateurs et pratiques d'exclusion. Et j'ai lu l'article de Max Dorismond et celui d'un présentateur, d'un critique dans le journal Nouvelis, eh bien, qui nous dit que eh bien, cet article tombe bien à voir ce qui se passe maintenant en Haïti. Donc, est-ce que tu veux nous mettre en contexte, Eddie, davantage avec C'est un livre de 700 pages, je crois. Non, 490. Hein? 490 pages. Oh, OK. On peut le trouver sur Amazon. Oui, c'est ça. OK, donc au contraire, j'ai lu quelques pages sur Amazon pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, tu nous dis que il y avait 37, je dirais 37 Haïtiens à signer l'acte de l'indépendance. L'acte de l'indépendance. Et dont, je crois, 16 ou bien 18 sont morts en 16 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? D'assassinat. Donc, est-ce que tu veux élaborer pour nous en quelques mots sur le contenu de ton livre?
Bon, pour aller droit au but et puis et aussi connecter les sujets traités à l'actualité, bon, je vais dire qu'il y a deux thèmes extrêmement importants moi je dirais trois thèmes extrêmement importants et interreliés dans ce livre. Donc, le premier, c'est, je l'ai mentionné d'ailleurs tout de suite quand j'ai commencé à parler du livre, c'est la pratique haïtienne d'élimination des concurrents. Ouais. Surtout dans la lutte pour le pouvoir. Et puis ça se voit partout. On s'entretue aujourd'hui encore pour toutes sortes de raisons et c'est toute l'actualité du livre. On a commencé par exterminer les pères fondateurs. Les pères fondateurs, en fait, se sont entretués. La notion de père fondateur est héritée de la pratique américaine où est-ce que on considère comme père fondateur de la nation les gens qui ont signé l'acte de l'indépendance. Donc, je suis parti un peu de ce modèle-là pour élaborer ma théorie de l'extermination des pères fondateurs et, en partant de la signature de l'acte de l'indépendance. Mais là, c'est un choix tout à fait arbitraire parce que les vrais pères fondateurs, ce n'est pas les 10 ou 15 figurants qu'on ne reverra jamais après la signature de l'acte de l'indépendance. Les pères fondateurs, c'est également Macandal, c'est Boukman, c'est Padre Jean, c'est sans souci Petit Noël, la Modérance, le chef de bande, qui, quand l'armée de Toussaint Louverture s'est effondrée, ont continué à se battre et qui ont forcé les autres généraux, les Dessalines, Pétion, Christophe et les autres, à retourner dans le maquis. Parce que il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que l'armée de Toussaint Louverture s'est effondrée après la bataille, après le siège de la Crête à Pierrot. Et c'est là que des groupes d'insurgés africains, en général, ont repris le flambeau de la lutte. Et quand les généraux comme Dessalines lui-même, Pétion et les autres se sont rendus compte qu'ils allaient être exterminés à leur tour par le corps expéditionnaire, qu'ils sont passés à l'insurrection. Donc, mais ce qui va arriver, c'est qu'il y avait des divergences de vues énormes, des divergences au niveau des idées, du projet de société. Les gens ne voyaient pas les choses de la même façon et également des petites ambitions personnelles. Quand Christophe fait assassiner qu'après la mort, simplement, c'est une question d'ego personnel. Quand Christophe a empoisonné Gabard, c'est pas Gabard, il fait empoisonner Clairvaux, qui était le général en chef de l'armée qui lui barrait la route. C'est toujours des ambitions personnelles. Donc, et ça, c'est l'élément clé, c'est de voir comment est-ce que les pères fondateurs se sont entretués. Alors, dans le livre, j'ai fait une classification entre les principaux pères fondateurs et les figurants. Parce que sur les 37 pères signataires, il y a 18, il y a 19, 22 environ, qui sont des officiers supérieurs et qui ont pris part à toutes les grandes batailles, qui avaient une idéologie, qui avaient une vision, et les autres, parce que Dessalines avait toute une kyrielle de secrétaires, c'était en général des officiers, sous-officiers. Et tu sais que Baron Tonnerre était aussi secrétaire de Dessalines. Oui, Baron Tonnerre, c'était le secrétaire le plus influent. Et c'est comme le secrétaire du Conseil des ministres, là, il était tout puissant. D'ailleurs, il y a un mot très méchant écrit par Saint-Rémy d'Écaille au sujet de la rencontre de Boiron-Tonnerre avec Dessalines à la réunion du camp Gérard, où les officiers du Sud se sont réconciliés avec Dessalines. Dessalines a rencontré Boiron-Tonnerre pour la première fois, et puis Dessalines est tombé amoureux de lui carrément. Et puis Saint-Rémy dit, ça a été le coup de foudre tout de suite.
ils étaient l'un loup, l'autre chacal. Donc, ça a été le coup de foudre. Dessalines a dit à Geffrard, voilà, monsieur, parce que Dessalines est tombé amoureux de lui, et puis Geffrard, qui était le patron à l'époque de Bois-en-Tonnerre, a consenti à s'en débarrasser pour le laisser partir avec Dessalines. Et puis, Bois-en-Tonnerre va influencer, exercer sur Dessalines une influence, bon, à beaucoup de points de vue que je considère comme néfaste. Parce que Dessalines et Pétion, de commun accord, avaient décidé de confier à un spécialiste du droit et de la politique le soin de préparer un projet de constitution. Et ça a été confié à un juriste qui, lui, a travaillé, a bûché un mois là-dessus. C'était Charéron. Charéron avait séjourné aux États-Unis, il avait étudié la démocratie américaine et il était prêt il a préparé un projet de constitution d'une république à l'image de la République américaine. Qui a été rejeté. Ah oui, bien sûr. On tenait à dire, non, Dessalines, il n'y a rien là pour nous. C'est là qu'il a prononcé la phrase célèbre pour écrire l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau de blanc. Eh bien, bon, OK. Comment expliquer ton titre pratique d'exclusion? Bon, alors, donc d'abord, on crée un nouveau pays et puis qu'on va diriger presque comme une caserne, parce qu'on n'a même pas eu le temps de décider du choix d'un régime politique. Bois-en-Tonnerre a rédigé ce acte de l'indépendance en une nuit. Hein? En une nuit. Il a pris du clairin, du café, et en une nuit, il a pondu un document qui va nous tenir lieu d'acte de naissance. Et là-dedans, il y a une phrase qui contient tous les ferments de l'exclusion. Dit, pour assurer l'avenir de la liberté sur cette terre qui nous a vu naître. Qu'est-ce que ça veut dire? 70% de la population du nouvel État étaient des Africains de première génération. Ouais. Il y a là toutes les germes de la société d'exclusion que nous allons créer. Et c'est ça que nous dit là, on a créé une société d'exclusion. Exclusion à tous les niveaux, entre noirs et mulâtres, vaudouisants contre catholiques, va-nu-pied contre Monac Soulier, etc. Il y a toujours un slogan d'exclusion dans le projet politique haïtien. Paysans, et il y a même les actes de naissance. Les actes de naissance disent paysans et citadins, n'est-ce pas? Hein? Donc c'est ça qui continue. Hein? Oui, et malheureusement, les germes ont été semés dès l'acte de l'indépendance. Oui. Et il ne faut pas oublier une chose, les Africains d'origine, que l'on appelle les Haïtiens de première génération, n'étaient pas avertis. Hein. Déjà, les Africains se sont rendus compte que le combat que menaient les généraux de l'armée indigène n'était pas le leur. Non seulement ils n'étaient pas avertis, ils ne le seront pas non plus à la signature de l'acte de l'indépendance. Il n'y en avait pas un seul. Il n'y avait pas un seul soldat africain de première génération au moment de la signature de l'acte de l'indépendance. OK. Donc, ça veut dire que tu as aussi parlé de l'exclusion des femmes aussi, qui étaient qui étaient au devant de la scène au moment des guerres de l'indépendance, qui n'ont jamais été mentionnées par les historiens. Oui, l'exclusion des femmes. On a créé une société d'exclusion parce que des bonnes femmes comme Sanine Belair, par exemple, Marie-Jeanne Lamartinière, et Gantoya et autres, là, ce sont toutes des femmes qui étaient sur la ligne de front et qui ont été éliminées par le machisme des généraux de la guerre de l'indépendance. Le pas de guerre femme dans Est-ce que
Ok, vas-y, vas-y. Ça, c'est regrettable. Mais ensuite, l'élimination des chefs africains aussi. Et même un type comme François Duvalier écrit que Dessalines avait bien fait de blanchir Les beaux sales, les beaux sales. éliminer les bossales qui étaient des forces d'anarchie et de désordre. François Duvalier écrit ça dans le problème des cas sociaux en Haïti. Avec Domecq, est-ce qu'il collaborait avec Domecq, n'est-ce pas? Oui, tu l'as dit. Non, pas Domecq, avec Denis, avec Lorimer Denis. Lorimer Denis, ok. Max, tu as aussi fait des commentaires à propos de l'œuvre de Di. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ou bien comment tu vois, eh bien, ça peut nous aider maintenant, la société haïtienne? Oui, ça avait surpris Eddie qui a vu que j'avais vu son texte d'une autre façon. Disons, j'avais souligné son travail de titan qu'il a effectué. Et puis, j'ai surtout passé au peigne fin tous les documents et chaque virgule a été soumise à son analyse, tu vois. Par exemple, pour toucher du doigt la forme d'ostracisme qui règne dans les mentalités. Notre compatriote dit a bien décortiqué cette expression retenue dans l'acte de l'indépendance que tu viens de dire tout à l'heure. Se référant au pays qui nous a vu naître. Je pense que c'est en principe cette phrase clé, on peut l'inscrire au frontispice même de la nation. C'est là tout notre problème. Ouais. C'est ça qui m'a permis vraiment de m'imprégner du livre d'Eddie. Il a fait un travail vraiment extraordinaire dont il n'avait pas peut-être une idée de la grandeur. Quand je parle de l'ingénierie dans l'histoire d'Haïti, ouais, la rétro-ingénierie, disons. Donc, c'est un terme en principe qui te permet de décortiquer, d'analyser une machine, un instrument, un appareil, un texte aussi. C'est ce qu'il avait fait dans l'histoire. Aussi, mais oui. Hervé, tu as quelque chose à dire à propos de... En fait, justement, en fait, le texte, en fait, je l'ai lu là, c'est grâce à Max quand même que j'ai peut-être eu l'idée du texte, en fait, du livre d'Eddie, mais quand même, Max a peut-être voulu faire parler de la rétro-ingénierie. Bon, pour moi-même, en fait, il a peut-être voulu faire ce qu'on dirait, comme peut-être ça s'emploie plus précisément dans les mécaniques, dans les choses physiques. Alors, disons, oui, en fait, j'ai bien compris quand même. C'était peut-être vraiment, c'est grâce à Max que j'ai pu. J'ai compris le texte dans le sens que Marx nous disait qu'il nous faut, la société haïtienne devrait faire son autocritique, OK, par rapport à ce que Eddie a écrit dans son livre. C'est-à-dire, regardez, on a assassiné un président qui a été élu. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une date, on l'a assassiné. Alors que, voilà, c'était la dernière extermination, je crois, que tu l'as mentionné aussi, toi aussi, Eddie. Jean-Robert, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de... Excuse-moi, attends, non, je dois au moins ajouter quelque chose. Ce que je voulais dire, que en principe, c'est pour cette raison que j'ai dit dans l'introduction de mon texte, dans le moment où nous sommes actuellement, on est obligé de réfléchir, de penser, de lire à droite et à gauche pour essayer de trouver une solution. Mais dans le cas du livre d'Eddie qui a mis le bobo sur l'exclusion, le pays, comme je l'ai dit dans la conclusion, le pays devrait faire son mea culpa, s'asseoir et réfléchir, disons, les intellectuels, surtout d'Haïti, devraient s'asseoir et réfléchir pour trouver un modus operandi pour essayer de repartir, de rebâtir ou bien repartir le pays sous un pied positif. Parce que sinon, nous sommes perdus. C'est ça. OK, ouais, c'est vrai. Jean-Robert, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu es là? Oui, oui, je suis là, j'écoute attentivement.
ce que je veux dire, c'est que je suis tombé en admiration devant votre connaissance de l'histoire, vous tous, et le travail d'étudier est certainement un travail admirable. Je voudrais simplement attirer l'attention de nos auditeurs en demandant à Eddy, écoutez, je voudrais souligner que ce travail d'élimination de certains leaders contre leurs opposants, je voudrais que ça ne soit pas une spécialité haïtienne. Je ne suis pas fort en thème, je ne suis pas un très bon étudiant de l'histoire, mais je me demande si ce même phénomène n'est pas arrivé ailleurs dans les histoires d'autres pays. En France, oui, je peux le dire. Je crois que c'est plus, il y a là une spécialité humaine. L'homme est un loup pour l'homme, donc le travail dédié est un travail important. Nous devons prendre leçon du travail et, comme vous tous venez de dire, et étudier et considérer tout ça et essayer d'améliorer notre comportement pour le futur en tant que peuple. Mais encore, et je me demande à Eddy de nous aider, aux autres, de nous aider sur la question. Ce n'est certainement pas une spécialité haïtienne. Nous ne voudrions pas diaboliser le pays comme étant le seul pays à posséder ce travers. Donc, je soumets ça à la continuation de la discussion, si vous voulez bien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, Max. Je peux te confirmer ça, Jean-Aubert. Par exemple, on prend l'exemple de la Russie, l'URSS. Et lorsque Staline est mort, il y avait plusieurs candidats qui voudraient remplacer Staline. Eh bien, mon Dieu, ça a été vraiment une lutte farouche. Pour l'arrivée de Khrouchtchev, on a éliminé pas mal d'individus, comme tu as vu qui s'est passé en Haïti. Mais ce n'est pas parce que c'est passé à l'extérieur, on rencontre cette tare-là le plus souvent dans toutes les révolutions qui devraient amener quelqu'un au pouvoir. Mais ce n'est pas parce que ça existe, on devrait s'entre-déchirer. Et le pire, on s'entre-déchire depuis excuse-moi, Jean-Aubert, comme je l'ai expliqué, il y a en 13 ans, 16 individus ont été annihilés, et assassinés, empoisonnés. Tu comprends? 16 des signataires. Est-ce que tu comprends? Mais ce problème-là qui existe depuis 1804, depuis 1800 quelque chose, là, ça existe encore de nos jours en Haïti. Écoute, là, ça ne peut pas durer. Oui. Ça ne peut pas être une tradition. Ouais, j'ai une question pour toi, Eddy. C'est une question, je dirais, au point de vue du contenu. Non pas que le contenu soit vraiment... Je suis d'accord avec tout ce que tu as écrit, mais cependant, je me demande les sources de référence. Est-ce que ont été... Alors, quelles ont été les sources de référence? Parce que il semble que parfois, je lis la petite histoire au lieu de la grande histoire, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Quelles ont été les sources de référence? Je peux même répondre pour Eddy. Dans ce cas, dans mon texte, je l'ai souligné. Eddy a consulté plus de 90 ouvrages. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre. Je les vois, les listons là. Alors, je me permets de répondre à la place d'Eddy. Eddy est là, il peut confirmer ça. Ok, vas-y, Eddy. Je suis d'accord avec vous deux, même si vous ne dites pas la même chose. Non, d'abord, pour retourner à ce que disait Jean-Robert aussi, dans le contenu philosophique de mon analyse, il y a deux auteurs. Il y a Hobbes, avec la théorie du Léviathan, l'homme est un loup pour l'homme, donc ce n'est pas un phénomène haïtien. La lutte à finir entre les hommes, c'est dénoncé depuis Hobbes, c'est un fait connu. L'autre élément de base, parce que ce qui est arrivé avec ce livre-là, c'est que, et ça rejoint aussi la question de Karl, c'est que les gens cherchent l'anecdote.
ils cherchent la petite histoire des faits, etc. Il y en a en masse. Mais tout le contenu philosophique de l'ouvrage, en général, a été sous-estimé et écarté. Il y a deux choses. D'abord, Hobbes. Il y a également classe, Castre, la théorie de Castre qui dit que l'État, qui a écrit un livre qui a poussé l'État, la société contre l'État. Et là, c'est là que Gérard Barthélemy, qui est un politologue français qui a vécu en Haïti un certain temps et qui a écrit un livre extraordinaire, Le pays en dehors, où il explique que l'histoire, c'est le récit des tentatives d'asservissement de l'individu par l'État. Tentative d'asservissement de l'individu par l'État. C'est l'État contre la nation qui est la base de cette théorie-là, dans laquelle on te montre l'État toujours en lutte avec la nation, en lutte contre la nation. En clair, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'Haïti? Ça veut dire que l'équipe qui s'est emparée des leviers du pouvoir en Haïti après l'indépendance, c'était des créoles, noirs et mulâtres confondus, qui ont décidé de faire de chaque Africain un créole. Et c'est là le drame initial de la société haïtienne. C'est que la nouvelle élite militaire qui va prendre le pouvoir au lendemain de l'indépendance, elle a décidé de faire de chaque... C'était une équipe d'occidentaux, de créoles, noirs et mulâtres confondus, c'est-à-dire de gens nés sur la terre de Saint-Domingue, qui ont décidé de faire de chaque Africain un créole. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que l'Africain, sa religion, c'est le vaudou. Sa vision de la production, c'est la production pour l'autoconsommation. Rien de plus. Pas de création de surplus, pas d'épargne monétaire, pas de société où on va créer un surplus pour créer des châteaux à l'image de ceux de Christophe dans le Nord, ou bien encore dans la notion de Dessalines, suffisamment d'argent, de surplus pour créer un appareil militaire capable de défendre la colonie en cas de retour des Français. Donc, il va y avoir deux visions à s'opposer. La vision occidentale, disons, qui veut avoir dans la colonie un surplus, une richesse suffisante pour pouvoir mener la grande vie aussi. Et la vision des Africains de première génération qui vont être relégués dans les rangs de cultivateurs qui, eux, pour eux voient l'indépendance comme la liberté, le droit de faire ce qu'on veut, de cultiver un petit lopin de terre et de ne pas être soumis au fouet du commandeur. Parce que ce qui est arrivé au lendemain de l'indépendance, c'est qu'on a imposé, on a aboli l'esclavage, mais on n'a pas aboli le fouet. Jusqu'à présent, on reste avec les parents en tant que leurs enfants en Haïti. On a aboli l'esclavage, mais on n'a pas aboli le fouet. Et les anciens esclaves sont devenus des cultivateurs. Donc, il n'y a pas de révolution quand l'échelle sociale ne bouge pas. Il y a révolution quand il y a un renversement de l'ordre social. Or, il n'y en a pas eu. Donc, à ce compte-là, la révolution haïtienne a été un échec. OK. Sur ces mots, je vais maintenant, je vais accorder quelques minutes à Max Dorismont pour nous dire, pour qu'il nous parle de son ouvrage Des mots pour conjurer nos mots. Je vois d'ici probablement les gens qui nous critiquent, peut-être qui nous disent que bon, nous sommes toujours, nous les Haïtiens, nous aimons toujours parler. Et c'est ainsi que, dans ce contexte-là, que je voudrais que Max nous explique le titre de son ouvrage, Des mots, M-O-T-S, pour conjurer nos mots, M-A-U-X. Quand est-ce que nous allons agir pour changer le pays? C'est la question de ton livre, n'est-ce pas?
la question finale, Max, des mots pour conjurer nos mots. À force, il semble que nous utilisons les mots juste pour parler. Et alors, quelle est ta réponse? Non, j'ai quelque chose à dire à propos. Justement, c'est pourquoi que je vous avais dit au départ que je n'avais pas l'intention de publier un livre, mais des articles. Pourquoi les articles? C'est justement, ça me permet de brasser, ça me permet de, de tourner en rond presque sur tous les sujets possibles et imaginaires, mais des sujets préoccupants, des sujets qui occupent nos quotidiens. Right? Se pencher sur les événements, les idées, les réflexions, tu vois, qui animent positivement ou négativement notre quotidien. Alors, en essayant d'analyser, en essayant de réfléchir sur des cas, sur des causes, tu vois, de presque tous les malheurs autour de nous, en essayant de toucher ça du doigt, ça me permet au moins de laisser à chacun, à chaque personne pour s'y retrouver dans mes textes. Oui, ce sujet-là, ça m'avait touché en telle époque. L'autre sujet ici, ça m'avait touché à telle époque. Sujet de la religion, de la politique, de la vie en général, et surtout au niveau de la religion. Parce que chez nous... Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit acta non verba? Acta non verba. Acta non verba, c'est justement la belle formule. Moi, je ne réponds pas à ces choses-là. La raison est simple. Le penseur, l'intellectuel, l'écrivain, donne-lui le nom que tu veux, là. Tu comprends? Il est là pour planer au-dessus de la mêlée. Il est là pour voir les choses. Il est là pour analyser et donner ses conseils. Right? Donner ses conseils. Il ne peut. C'est pas parce que quelqu'un vient de faire telle mauvaise action et puis là, toi, tu sors, tu prends ton fusil. On n'est plus au Far West. On n'est plus au Far West. La personne qui a fait une mauvaise action, bon, je prends un exemple simple, justement. Bon, juste pour expliquer ça, voilà ma réponse exacte pour ça. J'ai un texte qui parle des gangs de rue, qui s'appelle était l'affaire de Tantale. Une affaire qui parle, une affaire de Tantale. J'ai oublié le mot là, c'est parfois ça m'échappe. Le supplice de Tantale, exactement, le supplice de Tantale. Alors ce texte-là, c'est un texte qui a marqué tellement des individus. Il y a deux individus, il y a un en France, un au Canada, ce sont deux amis. Ces gens-là m'ont supplié de faire sortir ce texte-là après le livre d'Émilie Prophète sur Village de Dieu. Parce que dans ce texte-là, je mets l'accent pour expliquer pourquoi ces jeunes-là ont pris des armes. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter la misère. Il y a d'autres qui ne pouvaient pas supporter de voir les autres casser la caisse, voler le pays et puis s'exposer comme ça en pleine rue dans leur château ou bien dans des voitures extraordinaires. C'est ce type-là qui mène la belle vie dans les hôtels les samedis soirs, comme si tu te souviens des gifles qu'avait reçu André Michel dans un hôtel à Port-au-Prince, tout ça. Mais c'est ça, ce sont ces comportements-là qui expliquent la présence de ces gangs-là. À appeler l'Américain, appeler la police, appeler l'armée pour mettre fin à la présence, tu vois, à la présence des gangs de rue, des kidnappeurs. Est-ce que ça va résoudre le problème d'Haïti? Non, il faut aller au problème fondamental. C'est là le côté, tu vas trouver des mots pour conjurer nos mots. Alors moi, mon travail à moi, c'est de réfléchir, c'est d'essayer de planer par-dessus le sujet, par-dessus le crime ou bien par-dessus l'explosion que je viens de voir pour apporter une certaine explication.
OK. Right? Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord avec l'assertion de Max? Alors, je pense que en fait, son analyse est très édifiante. En quelque sorte, si je peux comprendre, si je crois bien comprendre, alors disons que nous avions mal géré notre indépendance. Alors, cette indépendance que nous avons acquise là était mal gérée, en quelque sorte. C'est ce que je peux dire. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Pour le dénoncer. Il faut le dénoncer. C'est là que Eddie, c'est là que j'ai apprécié le livre d'Eddie. Il a trouvé un des bobos, par exemple, dans l'exclusion. Donc, nous, en voyant ça, mon Dieu, c'est pour cette raison que une fois que j'avais dit à Eddie, c'est un livre que certains politiciens devraient avoir en main comme livre de chevet. C'est de trouver une solution. Mais malheureusement, ces politiciens n'ont pas de programme. Ils ne lisent pas non plus. Et toi, Jean-Robert, qu'est-ce que tu en penses? Les mots pour conjurer nos mots. Écoutez, c'est terme qui me touche particulièrement. Et étant médecin, nous sommes dans l'univers des mots, toi et moi, n'est-ce pas? Oui. Les mots dans le sens de maladie. Et moi-même, personnellement, j'ai dit quelque part que j'ai laissé l'univers des mots MAUX pour passer à l'univers des mots MOTS. J'ai dit ça quelque part, à peu près ça, quelque part dans un de mes anciens livres. C'est-à-dire, j'ai abandonné la médecine pour l'écriture. Oui, tu l'as dit. MOTS. Le parcours, j'ai listé les mots MAUX pour aller au mot MOTS, mais j'ai aussi dit quelque part, non verba. Je ne pouvais pas rester au niveau des mots, parce que j'écrivais autrefois, tu sais bien toi aussi, dans un certain hebdomadaire de New York. On écrivait ensemble, toi et moi, tu te rappelles? Oui. Oui. Donc, j'écrivais, je disais qu'il faut aller planter, aller faire des choses à l'IT. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais Jean-Robert, qu'est-ce que tu plaisantes? Tu déconnes. Il faut pas dire aux autres, allez faire. Mais il faut prêcher par l'exemple. Oui. C'est à ce moment-là, j'ai décidé de jeter le manche après la cognée aux États-Unis. J'ai décidé de me rendre chez nous, au pays, à Jérémie, pour planter moi-même. Donc, je suis passé de l'univers des mots MAUX à l'univers des mots MOTS, ensuite aux actes en ce sens. Naturellement, ça ne peut pas se faire aussi facilement dans tous les domaines. Je parlais, non par Dieu d'agriculture, c'est facilement réalisable. Il ne faut pas dire allez planter. Il faut que moi-même, j'aille planter quelque chose en acte, ce que j'ai essayé de faire. En politique, c'est autre chose. Il est bon de toucher du doigt les mots, comme Marx a dit. Oui, mais tout le monde n'est pas porteur de flingue. Tout le monde n'est pas porteur d'armes à feu. Tout le monde n'est pas politicien, n'aspire pas à prendre le pouvoir. Mais on peut en parler. En ce sens, Marx a raison dans ce domaine-là. Et dans d'autres domaines, il faut agir. Il faut passer des mots aux actes. Oui. Mais merci, Marc. Vous avez tous été extrêmement bien. J'ai apprécié ça. Je ne regrette pas de faire partie de ce colloque-là aujourd'hui. J'ai bien entendu, Marc s'est bien défendu pour répondre à la question. Et puis, j'ai ajouté mon point de vue. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est une question surprise qu'il m'avait apportée. Heureusement, c'est pas. Je t'avais bien dit, Max. Je n'avais pas à réfléchir longtemps pour trouver la réponse parce que c'était peu naturel chez moi. Oui, justement, je t'avais bien dit que j'avais une surprise pour toi. Tu te rappelles? J'ai dit quelque chose. J'ai dit tu vas ajouter. C'est bien d'avoir des surprises. Tout le monde a été extraordinaire, je crois. Mais oui, je crois que je vais fermer le colloque. Donc, Eddie voulait ajouter quelque chose. Ont été vraiment formidables. Hervé, est-ce que tu as le dernier mot? Non, Eddie voulait ajouter quelque chose avant. Il semble qu'il y a quelque chose à ajouter. Vas-y, Eddie, vas-y. Vas-y. Oui, pour répondre à Carl, je ne pense pas qu'il y ait une opposition entre les mots et les actes. Non, de toute façon, Carl a posé le problème en des termes apparemment exclusifs ou contradictoires. Et moi, je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'aborder la question. Ce n'est pas les mots. Des actes, pas des mots.
Mais c'est l'un et l'autre, parce que il faut, comme je vais employer un cliché là, réfléchir en homme d'action et agir en homme de pensée. Il n'y a pas. Je crois que l'action politique se situe sur une sorte de continuum dans lequel il y a la réflexion qui se rend par des mots et l'action. Et les hommes de pensée n'ont pas à être nécessairement des hommes d'action. C'est ça. Oui, Il faut, oui. l'un et l'autre, et c'est les hommes de pensée qui vont déclencher l'action par l'intervention des gens qui ont le goût de la gestion de la chose publique et également le penchant pour le maniement des armes. Oui. Je peux même ajouter une petite chose, Carlo. Si tu te souviens de la révolution de 1791, on nous a appris ça dans notre humanité. Voltaire, qui fournissait des textes, à l'époque, c'était des textes qu'il lançait dans le public. Eh bien, ces textes-là, ce sont des textes révolutionnaires avec d'autres écrivains qui sont arrivés avec la révolution de 1791 par les Français, par le peuple. C'était des feuillets qui passaient, qui se distribuaient sous les chemises. Oui. Je suis d'accord, mais je voulais... Et pourtant, Voltaire n'a jamais touché une pierre dans sa vie pour lancer sur la voie. Je voulais servir d'avocat pour les gens qui nous disent que nous, les jeunes de la classe de l'intelligentsia, ne fait que parler. Tu comprends? On n'a pas les encourager, ces gens-là. On n'a pas à les encourager. Au contraire, invitez-les à lire de préférence et puis à réfléchir. Point. Oui. C'est bien. Oui, les mots sont les pères des actions. Donc, c'est ça. S'il n'y avait pas de mots, si on ne pouvait pas parler, discuter des choses, on ne pourrait pas agir non plus. Exact. Parce que l'acte, oui, c'est ça. Eh bien, et toi, Hervé, il semble que tu voulais ajouter quelque chose avant la fin du débat? Non, en fait, c'était vraiment très édifiant. Je n'ai rien à ajouter là. J'en suis venu à la conclusion que nous devons tous nous tourner vers l'avenir et nous serrer les coudes alors pour reconstruire de la bonne façon ce pays si cher à nos cœurs. Oui. Bravo, oui. Bravo, Hervé. D'accord. OK. Eh bien, merci, mais les gars, vous avez été formidables, comme je l'avais dit tantôt. Donc, la prochaine fois, nous allons ouvrir le débat sur le grand public. Ce qui veut dire que ce ne sera pas après 4 écrivains ou bien un producteur ou bien whatever. So, nous allons ouvrir le débat parce que nous avons envoyé l'annonce sur Twitter. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cherché, qui ont essayé de nous trouver. Mais cependant, le lien n'allait pas au grand public. Mais je vais faire en sorte que le lien soit dirigé vers le grand public. À ce moment-là, nous aurons beaucoup plus de personnes à nous adresser. Et parce que c'est ainsi qu'on construit une démocratie, un forum, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Eddie, merci. Hervé, merci. Max et Jean-Robert, merci beaucoup. Okay? OK, bye-bye. Bonne semaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.